Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futurs Médias. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Cheikh Tidiane Gadio va-t-il retrouver sa liberté? L'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal fait face au juge américain ce lundi. Il est en résidence surveillée depuis sa libération. Les états généraux de la boulangerie sénégalaise, les acteurs du secteur dénoncent la concurrence déloyale entre meuniers et la multiplication des boulangeries non conformes à la réglementation. Ce violent incendie à Médina Yoro Fula, dans le village de Jamal Gadio. D'importantes pertes ont été enregistrées. Les victimes demandent de l'aide à l'État du Sénégal. Le patronat sénégalais approuve la décision des chefs d'État de la CEDEAO de différer l'entrée du Maroc dans l'organisation. Ils estiment que les conditions doivent être discutées avant toute adhésion pour ne pas affaiblir le secteur privé. Et puis l'invité du 20h, il s'agit de Cheikh Ndiaye, directeur général du CICES. Il sera avec Mamadi Brakan en fin de journal. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Cheikh Tidiane Gadio va faire face au juge américain ce lundi. L'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal a été arrêté pour corruption et détenu pendant 10 jours. Actuellement, il est placé en résidence surveillée. Retour sur cet événement avec Alassane Ba. Relax ou condamnation. Jour de vérité pour Cheikh Tidiane Gadio. L'ancien ministre des Affaires étrangères sous Wade va faire face au juge américain, accusé d'avoir corrompu des dirigeants tchadiens et ougandais afin d'accorder des droits miniers et pétroliers à une entreprise chinoise. Le député et leader de Louis Jotna a été arrêté en novembre dernier par la justice américaine. Après 10 jours de prison, il a quitté la détention pour aller en résidence surveillée. Son arrestation a suscité beaucoup de réactions, des mouvements de soutien. Après parti Jotna, les députés ont aussi manifesté leur soutien à leurs collègues, mais également l'État sénégalais. Célébration de la journée des migrants. Le président de l'ONG Horizon Sans Frontières se prononce sur l'affaire Cheikh Tidiane Gadio et l'arrestation des commerçants sénégalais au Gabon. Babacar Boubacar s'est indexé l'échec de la politique migratoire du gouvernement sénégalais sur le cas libyen. Il dénonce la pratique d'une cérémonie, d'une économie plutôt criminelle qui a généré plus de 10 milliards de francs CFA rien qu'en 2016. Il était l'invité du journal de 13h. Il est avec Chérif Dia. On parle du cas Cheikh Tidiane Gadio et d'autres Sénégalais en difficulté au Gabon, du fait de l'absence, du vide juridique qu'il y a aujourd'hui dans la gestion de ce dossier-là. La souveraineté appartient malheureusement à chaque pays d'accueil qui dicte ses lois. Et là, effectivement, il y a problème. Et Horizon Sans Frontières exhorte à l'adoption de lois beaucoup plus universelles pour protéger les plus faibles. Dans le cas des Sénégalais de l'extérieur, effectivement, beaucoup de Sénégalais aujourd'hui ont maille à partir avec la justice des pays d'accueil, mais malheureusement sans aucune aide spécifique de la part de l'État. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui en ce contexte géopolitique très tendu, c'est la protection. Sur le dossier libyen, nous avons l'impression qu'on est en train de biaiser le débat. On oriente le débat vers l'esclavagisme. C'est la gestion scandaleuse du triptyque immigration, paix et sécurité qui est à l'origine de toute une économie souterraine en gestation et qui charrie le trafic d'êtres humains, le trafic d'organes, le trafic de drogue, d'armes et cette situation d'esclavagisme. Et c'est là qu'il faut camper le débat. Il faut lutter contre. Mais cette économie souterraine a généré en 2016 plus de 10 milliards d'euros. À qui profite cet argent? Cet argent profite à des lobbies qui influencent les décideurs politiques sur la gestion de ces flux-là. Et puis mettre en place des stratégies pour la protection des migrants irréguliers, tout comme irréguliers. C'est l'objectif de la présidente de l'Alliance pour la migration, le leadership et le développement en partenariat avec l'OIM. Le migrant détenteur de droits universels de l'homme doit être protégé sur tous les plans. Les détails dans cet élément signé Aïssatou Paye et Diafaraba. Qu'est-ce qu'un migrant? Les gens qui quittent les pays pour aller vers des autres pays
c'est parce qu'ils ont le problème dans les pays d'origine. Doit-il bénéficier de droits même en étant en situation irrégulière? En tant qu'individu et être humain, il est porteur de tous les droits de l'homme. Une protection s'impose dès lors. C'est primordial en même temps que nous tous et les États d'abord vraiment prioritisent le développement économique, la création d'emplois. Et c'est ce que, quand on regarde les indicateurs de développement de la région, c'est ce que nous espérons est en voie. Même en matière de sécurité alimentaire, des stratégies sont mises en place pour leur assurer des conditions de vie pérennes. Le PAM travaille sur la base de la vulnérabilité. Ceux qui ne peuvent pas donc avoir cette alimentation, le PAM travaille donc avec les organismes comme le ACR pour assurer les alimentations en espérant qu'ils trouvent la solution. Mais au préalable, un travail doit être fait en amont comme en aval. L'État doit développer une stratégie et des programmes pour joindre les populations dans les zones à fort potentiel migratoire. On devrait avoir un modus vivendi, créer nous-mêmes un modus vivendi pour préserver ces populations qui peuvent être leurrées. Je n'exclus pas cela. Je ne mets pas en doute absolument leur bonne foi, mais ces populations peuvent être induites en erreur parce que tout simplement on leur facilite les choses. La migration existe depuis bien longtemps, phénomène naturel qui doit être encadré de part et d'autre. Ouverture des assises de la filière boulangère, c'est des états généraux pour chercher des solutions aux difficultés des boulangers. Les acteurs font face à un manque d'organisation, une instabilité sur le prix de la farine. Entre autres problèmes, compte rendu donc de l'ouverture de ces assises signées Aminata Mbaresso et Pape Sango Nembaye. Ce sont des concertations pour mieux réglementer le secteur, mais également trouver des solutions aux nombreuses complaintes des boulangers. C'est permettre aux boulangers. Le monde de la boulangerie, le site de la boulangerie aujourd'hui, c'est en deux vitesses. D'une part, il y a des boulangeries qui sont la risque de la rentabilité, d'autres qui vivent dans un environnement qui ne leur permet pas de survivre. Et nous voulons rectifier cela. La filière boulangère, un secteur confronté aujourd'hui à de nombreuses difficultés, entre autres la concurrence déloyale entre les meuniers, mais également la multiplication de boulangers qui ne seraient pas conformes à la réglementation. C'est une difficulté d'organisation, de l'anarchie, de l'ouverture des boulangeries. Les boulangeries ouvrent comme des champignons sans aucune autorisation. Quelques années, l'ensemble des meuniers industriels du Sénégal sont confrontés à d'énormes difficultés. Notamment lié surtout à une surproduction de farine au Sénégal, un marché excédentaire de plus de 1000 tonnes jour, plus de 7 meuniers et de nouveaux entrants depuis plus de 3 ans. Et cette situation a réellement chamboulé, on va dire, le marché et la filière farine globalement. Les meuniers se sont confrontés, se sont mis dans une guerre qui a fait baisser de manière drastique les prix, qui in fine n'a même pas profité ni aux boulangeries ni aux consommateurs. Une application des conclusions sorties de ces assises, le souhait des participants. Moi je pense que le décret n'est pas en vérité le problème. Le secteur de la boulangerie est confronté à un problème d'organisation. Je pense que le président l'a indiqué tout à l'heure. Nous sommes dans un secteur où des intermédiaires ont réussi à dicter leurs règles aux boulangers. Une bonne partie des marges des boulangers va au niveau de ces intermédiaires. Donc ça, je crois que c'est la question fondamentale qu'on est en train de se poser et que l'État est disposé à appliquer, en tout cas les règles, en tout cas les textes qui ont été pris dans ce sens. Ces assises, une première au Sénégal dans un contexte de faillite de plusieurs boulangeries, les participants ont jugé nécessaire de tenir ces concertations pour une sortie de crise. À l'arrivée d'incontournables. Et puis cet incendie qui a ravagé une partie de Diamal Gadio, un village de la commune de Kéréouane, situé dans le département de Médina Yoro Fula. D'importantes pertes ont été enregistrées et les victimes demandent de l'aide à l'État du Sénégal. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.
Nous allons à Saint-Louis. Après les multiples préavis de grève des syndicats, le système éducatif risque d'être perturbé seulement 2 mois après l'ouverture des écoles. Pour ne pas en arriver à ce stade, de syndicalistes parents d'élèves demandent au gouvernement de respecter les accords signés avec l'État du Sénégal. Les détails dans cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Seck. Suite aux multiples préavis de grève déposés sur la table du gouvernement, le système éducatif risque d'être perturbé dans les jours à venir. À l'origine, les différents accords non respectés par le gouvernement. Aucun point de la plateforme n'est pour le moment pas satisfait. Et ça, vous le savez très bien, ça peut exaspérer plus d'un. Donc, vous voyez, tous les syndicats ont déjà lancé des préavis de grève. C'est en train de partir dans tous les sens. Nous allons effectivement nous retrouver autour, effectivement, d'un mouvement très fort. Et je vous assure, quand les gens se taperont, ce sera dur. Il ne faudrait pas en arriver là. Les enseignants menacent de perturber le système si l'État continue la sourde oreille, mais les parents d'élèves, eux, tirent la sonnette d'alarme et appellent l'État à prendre toutes ses responsabilités. Malheureusement, ce que nous constatons que les syndicats et le gouvernement sont indifférents parce que l'État n'entend pas respecter ses engagements. Non seulement ça entame sa crédibilité, mais aussi ça fausse aussi le jeu démocratique. Malade et moi, nous demandons à l'État de respecter ses engagements et de permettre aux enseignants de revenir à l'école. Pour que, même pas pour les élèves de L, mais je parle pour les élèves de S, parce que moi je suis élève de S. Et nous voulons continuer nos études pour pouvoir aider nos parents, parce que nous avons besoin de ça là. Pour éviter ces perturbations, les enseignants demandent aux autorités éducatives à respecter l'essentiel des accords signés avec les différentes parties. Et ces gens-là, à un moment donné, conscients que leur lutte individuelle ne satisfont pas à la chose, ils vont forcément se retrouver autour d'une table. Et là, je vous dis, ça va barder. De s'asseoir autour d'une table, dans l'intérêt du pays, mais aussi dans l'intérêt de nos enfants, parce que nous n'avons que nos enfants. Nous sommes à quelques jours de la fin de l'année 2017, mais pour éviter les perturbations en vue dans le système éducatif, les syndicalistes mettent en garde le gouvernement sénégalais et prônent des négociations sérieuses pour une année apaisée. Et puis cette crise profonde qui secoue le lycée communal de Missira à Tambacounda. En effet, professeurs, personnel administratif et proviseurs, tout le monde se regarde en chien de faïence. Les raisons dans cette correspondance signée Moussa Omar Gueye. Lycée Missira commune, rien ne va entre le proviseur et le corps pédagogique. Une situation qui commence à perdurer 3 ans déjà sans aucune solution. Ici, le personnel enseignant réuni comme un seul homme, arborant des brassards rouges, sonne l'alerte pour interpeller le ministre de l'Éducation nationale. Les unités syndicales de base du SAEMS, du KISAMS, de l'IS, du lycée ex-CM de Missira. Objet. Situation délétère du lycée ex-CM de Missira. Voilà 3 ans que le lycée ex-CM de Missira est secoué par une crise profonde liée à l'incompétence d'un proviseur. Nous avons autant saisi les autorités administratives et académiques, mais c'est le statu quo. La situation se dégrade avec des menaces de radiation, des plaintes, des demandes d'explication et de suspension de salaire sans fondement. Des notes administratives catastrophiques et arbitraires. Un proviseur qui remet en cause les décisions du conseil des classes dont il n'a jamais assisté. Un proviseur qui n'assume pas ses responsabilités. Nous interpellons le ministre de l'Éducation nationale et l'opinion publique. Si des solutions immédiates et définitives ne sont pas trouvées, nous passerons à la vitesse supérieure, car nous n'accepterons pas que notre carrière et l'avenir des élèves soient compromis. Ibrahim Aïdara, le proviseur, dégage en touche ces accusations et signale que les professeurs qui tentent de ternir son image ne remplissent pas les critères d'expérience, d'excellence et d'obéissance. Il appartient alors aux autorités académiques de Tambacounda de prendre les mesures qui s'imposent pour faire régner un climat favorable au lycée de Missira. Un lycée qui est sorti premier du département avec 51,28% de réussite au baccalauréat et 71,42% de réussite au BFM. Pour rappel, ces professeurs très remontés contre leurs proviseurs comptent aller jusqu'au bout.
La menace des transporteurs de l'interurbain au gouvernement du Sénégal. En assemblée générale aujourd'hui à Thiaroye, les propriétaires privés de bus de transport en commun exigent le renouvellement de leur parc automobile et la réhabilitation des routes qui sont dans un état chaotique. Là-dessus, nous écoutons le vice-président Djibi Ndiaye, interrogé par Salif Sow et Asmalik Diop. L'État ne nous écoute pas, comme l'a dit le président. L'État ne convie pas les transporteurs aux négociations. Et le ministre ne connaît pas le transport. Il peut être là pour l'État, mais il ne connaît pas le transport. Pourquoi il n'a pas convié les acteurs du transport, les propriétaires des véhicules, pour leur demander leur avis? Il ne l'a pas fait. Il a fait une déclaration comme ça au cours d'une réunion et il l'a fait à l'Assemblée nationale. Et ça ne concerne pas les transporteurs. Je vous donne un exemple. Vous prenez un bus à Dakar à 20h. Vous arrivez à 22h à Khombole. On vous dit que vous allez passer la nuit à Khombole. Dans quelles conditions? C'est le ministre qui va faire les frais que vous passez la nuit à Kaolack. Attendez, donc ça c'est des choses, c'est des décisions unilatérales qui ne nous concernent même pas. Et on ne le fera pas. Aujourd'hui, il y a de nouvelles façons de gérer le transport pour qu'il y ait non seulement de la rentabilité, mais aussi qu'il y ait de la sécurité routière. Donc c'est pourquoi on s'est regroupé pour faire face à l'État, pour que l'État nous donne les moyens, c'est-à-dire nous donne le cadre d'exploitation pour qu'on puisse non seulement prendre de nouveaux bus, mais les rembourser, mais aussi offrir aux populations des conditions de transport favorables. On veut un nouveau système de transport. Et ça passe par une nouvelle organisation, un regroupement des transporteurs. C'est pourquoi aujourd'hui on a tenu cette assemblée générale pour regrouper les transporteurs. Parce que chacun allait de son... Je vous l'annonçais également dans les titres, l'entrée du Maroc à la CEDEAO repoussée en 2018, une décision des chefs d'État de l'organisation saluée par le patronat. Il estime que les conditions doivent être discutées avant toute adhésion pour ne pas affaiblir le secteur privé. Les détails dans cet élément signé à Pape Faraning et Abdoulaye Diallo. La décision des chefs d'État de repousser l'adhésion du Maroc à la CEDEAO en 2018, une position sage selon le patronat, qui exige des préalables pour ne pas subir les effets néfastes d'une telle intégration. Par contre, c'est le mode d'intégration, d'adhésion du Maroc que nous avons toujours combattu. Nous n'avons pas été suffisamment entendus dans notre propre pays et aujourd'hui, je pense que la décision qui a été prise par les chefs d'État est une décision très sage. On ne peut pas accepter l'adhésion du Maroc dans les conditions qui ont été édictées sans prendre les précautions d'usage. Quand vous recevez quelqu'un dans le cadre d'une intégration, c'est pour vous enrichir mutuellement. Ce n'est pas pour recevoir quelqu'un qui risque d'avoir un effet destructeur sur votre tissu économique et donc par voie de conséquence sur vos emplois. Certes, l'intégration économique est importante pour le développement de la sous-région, mais l'arrivée du royaume chérifien peut affaiblir plusieurs secteurs, avertissent-ils. En faisant entrer le Maroc, ça peut être un couteau à double. Ça peut être bénéfique comme ça peut nous porter préjudice, surtout nous, économie relativement faible vis-à-vis du Maroc. Si le Maroc s'est tourné vers nous, c'est certainement pour aller chercher de nouveaux marchés chez nous, au moment où nous-mêmes on en avons besoin. Et le risque était grand pour que, au lieu de venir investir dans la sous-région, le Maroc investisse, augmente ses capacités de production au niveau national et nous irons donc de produits parce qu'il y a une compétitivité que nous ne pouvons supporter. Il va falloir s'attendre vraiment que ce secteur agricole, en tout cas, soit complètement déstructuré. Surtout que les facteurs de production ne sont pas totalement maîtrisés. Dès lors, une étude d'impact et des réformes adéquates s'imposent pour une meilleure compétitivité. Il suffit tout simplement de prendre surtout des réformes sur le capital humain. Il ne faudrait pas qu'on arrive dans cette zone-là avec un niveau de capital humain très faible. Il faudrait aussi qu'on essaie de régler quelques problèmes d'infrastructure. Moi, je pense que, personnellement, le chemin de fer, Dakar-Bamako, par exemple. L'adhésion du Maroc à la CEDEAO suscite beaucoup d'intégration. Le patronat et les économistes prônent pour une entrée concertée dans tous les domaines. Après le tollé suscité par les images de passagers marchant sur les carrousels pour bagages de l'AIBD, ça ne décolère pas sur le niveau d'indiscipline régnant au Sénégal. Le sociologue Abdou Khadr Sanogo indique les limites comportementales de certains Sénégalais qui font fi du bien public. Selon lui, il urge de procéder à un redressement des mentalités. Il a rencontré nos reporters Cheikh Hassan Afal et Diafaraba. Ces images ont déjà fait le tour du net, les Sénégalais qui marchent sur les tapis à bagages de l'AIBD. Ces genres d'agissement des citoyens par rapport au bien commun est des plus déplaisants.
Le sociologue Abdelkhadr Sanogo dénonce et dit ne pas être surpris. Juste une analyse holistique qu'on pourrait faire du comportement des Sénégalais et qui, du reste, peut-être est à mettre sur le compte de ce que nous tous nous avons appelé les limites comportementales de l'homo sénégalensis. Nous notons une indiscipline caractérisée, notoire, qui laisse peut-être le Sénégalais à peut-être faire, dire, penser, exécuter, s'exprimer comme il veut et comme il l'entend, en ne prenant pas en compte peut-être l'imagerie populaire, la perception du groupe. Donc ils n'ont pas cette perception de pouvoir préserver un bien commun. Tout au contraire, aujourd'hui des exemples, une panoplie peuvent en être cités. À chaque fois que nous avons un très joli joyau, nous ne savons pas un peu en prendre soin. Pour le docteur en sociologie, les causes de ces actes sont diverses. Cette situation est à mettre sur le compte d'une socialisation mal achevée. C'est à travers l'institution qu'on appelait famille, d'accord, que s'articulait un peu, si vous voulez, l'appropriation d'un certain nombre de valeurs à la sénégalaise. Malheureusement, aujourd'hui, avec la famille qui est tombée en déliquescence. Mais après cette institution-là, l'autre institution phare, c'est l'État. Et on dit souvent dans le langage commun que l'État a le monopole de la violence légitime. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie aussi, qu'on le veuille ou non, il y a une certaine crise d'autorité. Il y a un laisser-aller et un laisser-faire. Au moment où le pays aspire à l'émergence, Sanogo, lui, est d'avis qu'on ne peut l'atteindre avec ce genre de comportement. Tout grand projet est porté par les citoyens. Et si, à travers et à l'intérieur de ces citoyens-là, il peut-être se bouscule des idées qui ne sont pas des idées novatrices et qui du reste attestent d'un comportement assez déplacé. Je ne vois pas en comment nous aujourd'hui on peut être assez ambitieux pour porter le Sénégal vers un épanouissement assez appréciable. Le comportement de certains citoyens sénégalais par rapport au bien commun inquiète et peut parfois choquer des agissements qui peuvent constituer un réel frein à l'émergence du Sénégal. Le bilan du PS durant ces 5 ans plus que jamais satisfaisant, c'est du moins la conviction de Pierre Ndiaye, directeur général de la planification et des politiques économiques. La deuxième phase devrait se focaliser davantage sur le secteur de l'électricité. Entre autres, c'était lors de l'atelier d'analyse et bilan sur le PS. Je propose de l'écouter. Il est interrogé par Pape Faraning et Yafaraba. Aujourd'hui, quand vous regardez les indicateurs macroéconomiques, en tout cas au Sénégal, vous vous rendez compte qu'en termes de croissance, nous avons presque doublé la croissance entre la période avant PSE et la période correspondant à la mise en œuvre de la phase 1 du plan Sénégal émergent. De garder cette croissance, cette dynamique de croissance dans la durée. Je disais tout à l'heure que nous avons fait une croissance de plus de 6% en moyenne. Et effectivement, le plus dur, c'est de rester sur des niveaux très élevés de croissance. Pourquoi pas des chiffres? Pourquoi pas aller à 10% de croissance? Et pour cela, effectivement, il y aura des actions importantes toujours dans le secteur de l'électricité. Parce que dans l'électricité, on a certes réglé les questions de production, mais il y a encore les questions de coûts qu'il faut continuer à adresser pour réduire davantage les prix de l'électricité. Il y a également des actions à mener pour le développement du capital humain, donc dans l'éducation, dans la santé, dans la mobilisation des ressources intérieures pour financer toutes les infrastructures dont on a besoin. En mode politique, à présent, le député maire Farba Ngom annonce déjà la couleur en vue de la présidentielle de 2019 à Ndiafane Sorokoum. Pour lui, il n'est pas question de laisser une carte à l'opposition sénégalaise. Je propose de l'écouter. Il est interrogé par Alassane Ba. Le président Macky Sall n'aura pas besoin de venir battre campagne, car 95% des populations voteront pour lui. Nous laminerons l'opposition qui est déjà KO. Cette opposition qui ne se soucie guère des préoccupations des Sénégalais, qui passe tout son temps à se quereller pour avoir des privilégiés qui pensent que la politique se résume à des attaques, des diffamations. Cette opposition qui a déserté le terrain, qui passe tout son temps sur des antennes des radios et des plateaux de télévision à vouloir rattraper le temps perdu. s'est retrouvé ce week-end dans le village de Ndiafane, dans le Fouta, 72 heures pour revisiter la culture des Foutanké. Le parrain Farba Ngom, député maire de Agnam, s'est félicité de l'événement. Le ministre de la Culture, de son côté, a magnifié la présence des maires venus de la Mauritanie. Alassane Ba, Alioune Diagne.
C'est le Bosséa qui s'est donné rendez-vous ici à Ndiafane Sorokoum. Village plein d'histoire. L'objectif, c'est de revisiter la diversité culturelle du Fouta. Village dont le symbole est en français crocodile et pirogue. Ndiafane Sorokoum est plein de symboles. C'est un village qui garde jalousement la culture toubalakal malgré les multiples influences culturelles. Ndiafane Sorokoum continue de veiller son héritage culturel de ses anciens. La Mauritanie, pays frère, invité à participer aux 72 heures de journée culturelle. Mauritanie et Sénégal. Notre présence ici, nous, maires de la Mauritanie, montre tout simplement que la Mauritanie et le Sénégal constituent un seul peuple. C'est juste le fleuve qui nous sépare. La preuve que la fraternité entre le peuple mauritanien et sénégalais n'est pas simplement, quand on dit, une clause de style ou une simple pétition de principe. C'est une réalité effective. 17 heures passées, tout le monde au bord du fleuve. Et c'est pour admirer ces prestations. Ces genres d'activités souhaités de plus en plus ici dans le Fouta. C'est une culture qui est là. Maintenant, l'important c'est pas de voir, mais l'important c'est de sauvegarder. L'important c'est réserver. L'important c'est de prendre ce que nous avons et participer dans le monde entier, participer dans la mondialisation. C'est ça le plus important. Actuellement avec la mondialisation, chaque chose se vend. Et le Sénégal, et l'Afrique, et le Fouta pour exister, il faut que notre culture existe. L'artiste Baba Mal est aussi de la fête. Il va après clôturer la soirée. Avant de clore cette édition Ligue 1 sénégalaise, 4e journée, l'AS Douane a battu hier Guédiawaye Football Club en 1-0. L'AS Douane donc, qui inflige à Guédiawaye sa 3e défaite de la saison. Le coach de Guédiawaye FC estime que le retard accusé dans la préparation de son équipe est à l'origine de ce revers. Compte rendu de ce match signé Pape Faraning et Younous Diatta. Le Guédiawaye Football Club est loin de sortir sa tête de l'eau. Moustapha Nam, sur un centre millimétré, marque le but qui enfonce l'équipe de la banlieue. Une 3e défaite qui hérite le coach des Crabes. Il manque, il y a l'impréparation qui a été toujours là et qui existe. Nous allons continuer à travailler. L'équipe s'est bonifiée au niveau de ces éléments. Nous allons continuer à travailler. Ne vous en faites pas. On a répondu aujourd'hui présent. Il faut toujours dire ce qui se passe sur le terrain. Les Gabolos ont utilisé une stratégie payante. Ils ont joué sur la situation peu confortable de GFC pour les surprendre. Ce match, ce n'était pas facile du tout parce que Guédiawaye surfait sur son premier point du championnat. Ils sont venus très motivés, avec un bon état d'esprit. Bon, il fallait être patient, les jouer et gagner à l'usure. Domicile, vraiment à l'heure pour Senghor, on va prendre, au niveau comptable, on va prendre le maximum, on va faire le plein. Je crois que c'est le discours et on va rester comme ça, on va jouer. Malgré cette 3e défaite en 4 journées, le staff de Guédiawaye promet de redresser rapidement la tendance. Donc on va continuer à travailler et nous y croyons encore. Et là, on va y aller, ne vous en faites pas. Cette équipe existe et elle est là et vous êtes témoins. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Avec ce groupe. Ah, mais le groupe s'est bonifié. Quand vous voyez, cette équipe a changé de 4 ou 5 éléments aujourd'hui. Avec un seul point en 4 journées, le Guédiawaye Football Club va recevoir le Casa Sport en espérant de gagner cette rencontre pour ne pas tomber dans une crise en début de saison. Guédiawaye Football Club, on en parle tout à l'heure dans votre magazine sportif du lundi, Sport à la une. Voilà, c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout temps en images. Mais tout de suite, vous avez rendez-vous avec l'invité du 20h. Mamadi Brakan, bonsoir.